18 août 1944. Salle des opérations d'un noyau allemand dans l'est de la France. Des officiers d'état-major reportent les positions du matin sur la carte de situation. La ligne de front est tracée d'un trait net au crayon gras bleu. Les forces alliées sont marquées à 30 km à l'ouest. Toutes les positions défensives sont couvertes. Soudain, le téléphone sonne. Un officier du ravitaillement signale des chars américains à Chartres. Chartres se trouve à 60 km derrière la ligne de front. L'officier des opérations vérifie sa carte et rejette les coordonnées. Chartres est en plein territoire allemand sécurisé, en zone bleue. Il suppose que son interlocuteur est confus et a peut-être mal interprété les coordonnées. 3 autres appels arrivent en moins de 10 minutes. Des blindés américains à Troyes, à Sens, à Montage, tous en zone bleue. Impossible. L'officier des opérations fixe sa carte. Chaque marqueur, chaque ligne, chaque position est soigneusement maintenue. Et pourtant, rien de tout cela n'est réel. Le front n'a pas cédé. Elle a tout simplement cessé d'exister en tant que concept significatif. Et la carte censée le révéler. La vérité ment depuis des jours. Le commandant Klaus Steiner était officier des opérations, au sein du quartier général principal LXXX, positionné près d'Orléans à la mi-août 1944. Ses fonctions consistaient principalement à maintenir la connaissance de la situation grâce à la carte principale, un affichage tactique à grande échelle, montrant toutes les positions allemandes et ennemies connues. La carte était mise à jour toutes les heures d'après les rapports des divisions subordonnées, des unités de reconnaissance et des états-majors supérieurs, conformément à la doctrine et à l'entraînement. Cette carte représentait une image fidèle de la réalité du champ de bataille. Le matin du 16 août, la carte de Steiner montrait une situation qui correspondait aux évaluations des renseignements et aux prévisions opérationnelles. Les positions défensives allemandes formaient une ligne continue, à environ 40 km à l'ouest d'Orléans. Les forces américaines engageaient ces positions, avec de l'infanterie et des blindés, progressant lentement mais régulièrement. Derrière les lignes allemandes, les unités de l'arrière opéraient. Normalement, les voies d'approvisionnement étaient opérationnelles. Les réseaux de communication maintenaient le contact avec toutes les formations principales. La situation tactique, bien que défavorable, était compréhensible et gérable. La routine de Steiner commençait chaque matin par l'examen des rapports de la nuit et la mise à jour de la carte en conséquence. La plupart des modifications étaient mineures. Une unité se repliait de 500 m, une reconnaissance ennemie était repoussée. Un pont était détruit. Ces ajustements progressifs permettaient de maintenir une représentation précise de l'évolution graduelle de la situation tactique. La carte avait été un outil fiable tout au long de la carrière de Steiner. Il lui faisait confiance car le système qui alimentait la carte en information s'était toujours révélé fiable. Le premier signalement d'un problème sérieux ne provenait pas des rapports de combat, mais des voies administratives. Un convoi de ravitaillement destiné aux unités en première ligne n'arrivait pas. L'officier de transport signalisait que le convoi avait été parti comme prévu et aurait dû arriver à destination plusieurs heures plus tôt. Steiner constata l'anomalie et demanda à l'unité d'approvisionnement d'enquêter et de faire un rapport. De tels incidents se produisaient occasionnellement. Des véhicules tombaient en panne. Des chauffeurs se perdaient. La guerre engendrait des frictions qui perturbaient même les opérations de routine. Au cours des heures suivantes, des rapports similaires s'accumulèrent. Un autre convoi d'approvisionnement en retard. Un courrier n'était pas revenu du quartier général avancé. Une ligne téléphonique vers un poste de commandement de division était soudainement coupée. Individuellement, chaque incident pouvait s'expliquer par des frictions normales sur le champ de bataille. Collectivement, ces incidents ont commencé à former un schéma que Steiner jugeait inquiétant. Il consignait à chaque incident sur une feuille de suivi distincte, tentant de déterminer si ces perturbations se concentraient dans une zone particulière ou suivaient un schéma pouvant indiquer un problème systémique. À midi, le schéma devint impossible à ignorer. Toutes les communications interrompues et les convois disparus étaient situés dans des secteurs supposément bien en retrait des lignes de front. Les zones de perturbation n'étaient pas proches des zones de combat où de tels problèmes étaient attendus. Ils se produisaient dans ce que la carte indiquait comme des zones arrière sécurisées où le contrôle allemand était censé être incontesté.
Steiner porta cela à l'attention de son supérieur, le général-major Wilhelm Fischer, qui examina les rapports avec une inquiétude croissante. Fischer ordonna une reconnaissance aérienne immédiate des zones touchées. La demande fut transmise à l'officier de liaison de la Luftwaffe, qui l'informa qu'aucun avion de reconnaissance n'était disponible. La supériorité aérienne alliée rendait les missions de reconnaissance diurnes extrêmement périlleuses. Les quelques avions allemands restants étaient réservés à des missions critiques. Fischer ordonna alors l'envoi de patrouilles de reconnaissance terrestre pour enquêter sur les ruptures de communication. Steiner coordonna avec les divisions subordonnées pour organiser ces patrouilles. Les patrouilles de reconnaissance ne firent jamais de rapport. Le soir du 16 août, le quartier général principal avait perdu le contact avec 3 patrouilles terrestres distinctes envoyées pour enquêter sur les perturbations à l'arrière. Fischer convoqua une réunion d'état-major d'urgence. La carte montrait toujours les lignes de front comme stables et les zones arrière comme sécurisées. Mais là, schéma des perturbations, des convois disparus, des lignes de communication coupées et des patrouilles disparues, laissait penser que quelque chose faussait fondamentalement cette situation. Steiner proposa une hypothèse qui semblait presque impossible. Et si les forces américaines avaient pénétré profondément à l'arrière sans être détectées? Et si la ligne de front indiquée sur la carte ne reflétait plus la situation tactique réelle? Les autres officiers d'état-major ont d'abord jugé cette hypothèse improbable. Une telle pénétration en profondeur exigerait des forces américaines qu'elles contournent de multiples positions défensives, parcourent des dizaines de kilomètres à travers un territoire supposément contrôlé par les Allemands et opèrent dans des zones où leur présence serait immédiatement signalée. La doctrine stipulait que cela était impossible sans que les forces allemandes détectent la menace et y répondent. Mais Fischer reconnut que la doctrine pouvait ne pas correspondre à la réalité. Il ordonna à Steiner d'envisager le pire scénario et de dessiner la carte à quoi ressemblerait la carte si les forces américaines avaient effectivement pénétré profondément à l'arrière. Steiner commença à esquisser une situation alternative en se basant sur les lieux des communications interrompues et des unités disparues. Le tableau alternatif était alarmant. Si les forces américaines étaient réellement présentes là où les perturbations s'étaient produites, elles ne menaient pas de raid, ni de reconnaissance. Elles opéraient à l'échelle d'une division, sur un large front, profondément en territoire allemand. Le soldat Ernst Weber était responsable des communications du quartier général LXXX, supervisant le réseau de liaison téléphonique et radio reliant ce quartier général à ses divisions subordonnées et au commandement supérieur du groupe d'armée. Son poste occupait une pièce en sous-sol remplie de centraux téléphoniques, d'équipements radio et du bruit de fond constant des communications militaires. La tâche de Weber consistait à maintenir la connectivité en veillant à ce que les ordres descendent et que les rapports remontent à travers la hiérarchie. Le 17 août, la journée ordinaire de Weber a basculé dans la crise. Les circuits de communication ont commencé à dysfonctionner sur l'ensemble du réseau. Non pas progressivement, comme cela aurait pu se produire en cas de dommages de combat ou de problèmes techniques, mais par vagues soudaines affectant simultanément plusieurs lignes. Une ligne téléphonique vers la 17e division SS de Panzergrenadiers a été coupée en pleine conversation. Le contact radio avec la 78e division d'infanterie a été interrompu sans explication. La voie de communication de secours vers la 2e division blindée a cessé de répondre. La formation de Weber portait sur les procédures de rétablissement des communications interrompues. Ces équipes ont appliqué systématiquement les protocoles de dépannage. Elles ont contacté les compagnies de transmission le long des routes affectées, demandant des rapports de situation et des estimations de réparation. Nombre de ces compagnies de transmission n'ont pas répondu. D'autres ont signalé que leur ligne était intacte, de leur point de vue, mais qu'elles ne pouvaient pas atteindre leur destination. Ce schéma de défaillance était inexplicable sur le plan technique. Plus inquiétants encore étaient les appels, qui ont finalement abouti. Un commandant de régiment a signalé la présence de chars américains, opérant sur des routes à 20 km derrière sa position. Un dépôt de ravitaillement a demandé une évacuation immédiate car des forces ennemies approchaient d'une direction inattendue. Un hôpital de campagne a appelé pour obtenir des éclaircissements sur ces
Ordre car il recevait des informations contradictoires sur l'emplacement des lignes amies. Weber a transmis ses rapports à la section des opérations, mais il était officier des transmissions et non analyste du renseignement. Son travail consistait à maintenir les réseaux par interprétation de la signification tactique des messages qui y transitaient. Dans l'après-midi, la carte des communications de Weber, qui indiquait l'état de tous les circuits, nœuds du réseau, était devenu un fouillis de marques rouges signalant des connexions défaillantes. Ce schéma suggérait que quelque chose détruisait systématiquement l'infrastructure de communication, mais non par des combats directs. Les circuits tombaient en panne, parce que les unités auxquelles ils étaient connectés n'étaient plus là où elles étaient censées être, ou parce que les forces américaines avaient physiquement coupé les lignes en occupant le territoire entre les positions allemandes. Le développement le plus inquiétant survint lorsque Weber tenta d'établir le contact avec des éléments qui étaient encore sous contrôle allemand pour découvrir que pour établir la liaison, il fallait traverser des zones potentiellement contrôlées par l'ennemi. Le réseau de communication était encore techniquement intact à de nombreux endroits, mais la géographie pour laquelle il avait été conçu ne correspondait plus à la réalité du champ de bataille. Les messages n'atteignaient pas leur destination, non pas à cause de la destruction du matériel, mais parce que la topologie du réseau s'étendait sur un territoire apparemment perdu par l'Allemagne. Weber signala à Fischer que le corps subissait une panne de communication catastrophique sur environ 40% de sa zone d'opération. Fischer demanda si cela était dû à une action ennemie, à une panne technique ou à une autre cause. Weber n'avait pas de réponse satisfaisante. Les circuits étaient défaillants car les hypothèses qui sous-tendaient la conception du réseau, notamment la localisation des territoires amis et des routes sécurisées, n'étaient plus valides. Le réseau ne pouvait pas fonctionner lorsque la réalité ne correspondait pas à ses paramètres de conception. Fischer ordonna à Weber de maintenir le contact avec les unités encore joignables et d'établir des itinéraires alternatifs pour les communications critiques. Mais ces itinéraires alternatifs nécessitaient de connaître les routes réellement disponibles et donc de savoir où se trouvaient réellement les forces américaines. La carte indiquait que certaines routes étaient dégagées. Les problèmes de communication suggéraient le contraire. Weber se retrouva dans une situation impossible. On lui demandait de rétablir un réseau défaillant, non pas à cause de problèmes techniques qu'il pouvait résoudre, mais parce que le commandement allemand ne contrôlait plus le territoire dont le réseau avait besoin. Le téléphone du bureau de Fischer se mit à sonner plus fréquemment. Des appels d'unités demandant des éclaircissements sur la situation. Des appels d'officiers du ravitaillement demandant si les routes étaient encore praticables. Des appels de commandants subalternes désemparés demandant pourquoi le rapport n'était pas accusé de réception par l'état-major supérieur. Fischer et son état-major tentèrent de répondre à ces appels, mais leur réponse était de plus en plus incertaine. Ils ne pouvaient pas confirmer si les routes étaient sécurisées car les reconnaissances ne revenaient pas. Ils ne pouvaient pas accuser réception des rapports de certaines unités car les liaisons de communication avec ces unités étaient coupées. Un appel en particulier inquiéta l'état-major. Un commandant de bataillon signa que son unité occupait des positions défensives conformément aux ordres reçus, mais qu'il pouvait voir des véhicules américains circuler librement sur les routes. Derrière sa position, il demanda l'autorisation de se replier avant d'être encerclé. Fischer consulta la carte. La position du bataillon était clairement indiquée. Les routes derrière étaient représentées comme des voies d'approvisionnement allemandes sécurisées. Fischer autorisa le repli par mesure de précaution. Mais la demande souleva de profondes questions. Si les forces américaines opéraient librement derrière les unités de première ligne, que signifiait encore la ligne de front? L'OB Heinrich Krebs était chef d'état-major du LXX Corps, chargé de la coordination de toutes les fonctions d'état-major et du conseil à Fischer sur les décisions opérationnelles. Son expérience s'étendait sur 2 décennies de service militaire, y compris des campagnes en Pologne, en France et en Russie. Il avait déjà vu des situations chaotiques sur les champs de bataille. Ce qui se déroulait à la mi-août 1944 était différent. Ce n'était pas le chaos. Il s'agissait d'une dissolution systématique du commandement et de la conscience opérationnelle. Le matin du 18 août, Krebs convoqua une réunion d'état-major au complet.
pour évaluer la situation. La carte des opérations, qui avait été soigneusement tenue à jour et actualisée selon les procédures standards, commençait à ressembler moins à une représentation officielle et plus à un vœu pieux. Steiner avait marqué de nombreuses positions de points d'interrogation, indiquant des unités dont le statut était incertain. Les lignes de communication étaient marquées de barres rouges indiquant qu'elles étaient coupées. Connexion. De vastes zones de la carte qui auraient dû afficher des informations tactiques détaillées étaient désormais vierges ou marquées.